Alors, l'exercice 2, bon, je l'ai trouvé un petit peu plus simple que l'exercice 1, mais bon, quand même, il avait un bon niveau quand même. Hein. Déterminer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de la matrice JN, que vaut l'indice de nilpotence D de JN. Bon, voilà, c'est une évidence. Hein. Le polynôme caractéristique, JN est nilpotente, donc c'est XN. Le polynôme minimal et l'indice de nilpotence, ça va être XN ici et JN. Bon, on se rend compte que comme JN est nilpotente, son polynôme minimal va diviser le polynôme caractéristique, donc c'est un XK, et X puissance N-1 est non nul quand on l'applique à JN, donc le polynôme minimal c'est forcément X puissance N, et l'indice de nilpotence c'est N. Donc là, il n'y a pratiquement pas grand-chose. 2, soit R un entier, bon, on a ça. Oui, démontrer que D de diag de ça, c'est NR. Bon, alors, comment on pourrait dire ça? D'abord, c'est nilpotent, donc ça va être X, le polynôme minimal de ça sera de la forme X puissance K. Ensuite, X puissance NR, ça va annuler JNR et ça va annuler tous les JNI avec NI inférieur à NR, d'après petit 1, donc ça annule tout. Donc XNR appliqué à la matrice J, si je l'appelle J, c'est 0. Et si on prend un K strictement plus petit que NR, ce sera non nul parce que ça ne pourra pas annuler JNR. Alors, ça passe par le fait que quand on applique un polynôme à une matrice diagonale par bloc, on va voir que le polynôme de la matrice diagonale par bloc, c'est une matrice diagonale par bloc dont les blocs sont le polynôme des blocs. Voilà. Ensuite, n dans N de f, bon, faut montrer que mu n, le polynôme minimal de grand N, c'est x puissance d de n. Bon, ça va. Hein. C'est forcément, comme le polynôme caractéristique, c'est x puissance petit n, mu n divise x puissance n, et puis du coup, ça va être ça. Déterminer la dimension de f de n. Alors, bon, là, peut-être que c'est important de dire les choses comme ça. Alors, on a un morphisme de f algèbre de f de x vers f de n qui est surjectif, dont le noyau c'est x puissance dn, puisque c'est mu indice n. Donc ça, on vient de le voir. Donc la dimension de f de n, c'est la dimension qu'on a ici, et ça, on peut le faire, on a une base, hein, on peut montrer que c'est 1 x bar, donc la classe de x, jusqu'à x bar puissance d de n moins 1. Montrer que c'est générateur par division euclidienne par ça, et montrer que c'est libre par minimalité du polynôme minimal. Donc c'est des grands classiques, je vais assez vite dessus, ce qui fait qu'on a une base à d de n éléments, et donc on a la dimension de f de n par isomorphisme. On a n dans N de f, démontrer que In plus grand N est une matrice inversible. Alors, on peut le faire assez facilement. Par exemple, on peut trigonaliser N, et donc on a une trigonalisation simultanée parce que tout trigonalise In, ou un diagonalisme. Même. Donc ici, on va voir que le spectre de In plus N, ça va être que 1. Et donc, comme le spectre ne rencontre pas 0, ça va être une matrice inversible, donc ça c'est facile. Mais on a une autre façon de le voir, c'est vraiment de l'inverser, hein, et on a une série, on va dire géométrique, hein, de raison moins n, hein, donc in moins n plus n2, etc. Mais ce n'est pas une série infinie, on n'a pas besoin de montrer qu'elle converge, parce que n est nilpotente, justement, donc ça va s'arrêter, et on montre par une identité remarquable que c'est l'inverse. C'est une autre façon de faire.
Donc regardez, voilà l'inverse. Et on le montre avec une identité remarquable, c'est vraiment facile. Alors, on arrive au 5, où il faut démontrer dans petit a que 2n plus n2 est une matrice nilpotente, avec d de 2n plus n2 égale d de n, donc son indice de nilpotence, et qu'on a l'égalité entre f de 2n plus n2 et f de n, et en déduire que n est un polynôme en 2n plus n2. Alors, vous verrez que c'est là que j'ai un premier problème. Qu'est-ce qu'on appelle un polynôme en 2n plus n2? Est-ce que ce polynôme dépend de n ou pas? C'est la suite qui va me donner ça, qui va me poser problème, en fait. Alors, bon, d'abord, on va regarder 2n plus n2 et on va le mettre à la puissance d de n. Et comme ici, on a une commutation, on peut appliquer le binôme de Newton. Comme n est d'indice d de n, tout va s'annuler, on aura 0. Alors maintenant, pour montrer que d de grand N est minimal, on va dire que in n jusqu'à n puissance d de n moins 1, c'est une partie libre. Alors on l'a à partir de ça, parce que ça c'est une partie génératrice de ça, avec la bonne dimension, donc c'est une partie libre, on peut le voir directement là, bon bref, on a une partie libre. D'ailleurs, c'est un truc assez connu, que quand on a une matrice nilpotente, toutes les puissances, les premières puissances, forment une partie libre jusqu'à ce que la puissance de n s'annule. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, là, on le voit bien. Et donc, comme c'est une partie libre, si k est strictement plus petit que d de n, ça, avec la formule du binôme, ça ne peut pas être nul parce qu'on va avoir un terme en 2 puissance k, n puissance k, et n puissance k n'est pas nul, fait partie d'une partie libre, les autres termes rentrent dans le contexte d'une partie libre ou sont nuls, et 2 puissance k n'est pas nul parce qu'on est en caractéristique différente de 2. Voilà. Donc, pour k strictement plus petit, ça ne peut pas s'annuler, et donc on a bien que d de 2n plus n2 égale d de n. Alors maintenant, on a 2n plus n2 qui appartient à f de n. Ça, c'est clair. C'est un polynôme en n. Donc, f de 2n plus n2 est a priori inclus dans f de n, mais maintenant, on a égalité des dimensions, d'après 3b, et d'après 5a. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a égalité, et donc ça veut dire que n, qui appartient à f de n, donc qui appartient à f de 2n plus n2, est un polynôme en 2n plus n2. Mais attention, pour l'instant, le polynôme dépend de n. Il n'y a rien qui nous dit que ce polynôme ne dépend pas de n. Et là, l'énoncé n'était pas clair. Est-ce que l'énoncé attendait un polynôme qui dépendait de n? Est-ce qu'il attendait un polynôme qui dépendait de d de n? Est-ce qu'il attendait un polynôme qui ne dépend de rien du tout, juste de petit n? Et là, on arrive au 6 et on considère cette application. C'est pas un morphisme, donc c'est un polynôme. Démontrer que l'application phi est une injection. Donc, il va falloir montrer que ça, c'est injectif. Attention, des nilpotents vers des nilpotents. Donc, il n'y a pas de noyau. On ne peut pas parler de noyau, de choses comme ça. Soit n, ici, il faut montrer que si d de n est égal à petit n, alors 2n plus n2 est semblable à jn, et ensuite en déduire que phi est une bijection. Bon. Alors cette question, à mon avis, elle a dû en stopper plus d'un. D'abord, je trouve que la 6a n'est pas introduite de façon habile, à cause de ce n est un polynôme en 2n plus n2. Voilà. On va regarder ça de plus près. Alors, regardez, si n et m sont deux matrices nilpotentes, vous montrez que c'est injectif. D'accord? Donc, on veut montrer que si on a cette égalité, alors n égale m. Mais on vient de voir qu'on a un polynôme ici qui envoie 2n plus n2 sur n
et un polynôme qui envoie 2m plus m2 sur m. Le problème, c'est qu'on n'a pas montré que ces deux polynômes étaient égaux. Donc, on ne peut pas passer par un polynôme. Il faudrait passer par un polynôme à gauche et un autre polynôme à droite. Donc là, c'est que le problème, c'est ça, c'est le polynôme, il dépend de n. Donc là, je ne sais pas comment ça peut être clair, mais à mon avis, là, on va avoir un décrochage de pas mal de candidats. Alors, voilà comment pallier ce problème. Hein. J'ai deux méthodes. Une méthode pour dire, bon, le problème, on va un peu l'affiner, et une méthode pour dire, on va faire autrement. Donc, pour l'affiner, cette égalité, là, ici, c'est une égalité entre deux f algèbres. Et ça va fournir un automorphisme d'algèbre. Mais d'algèbre de f de x quotienté par x de d de n, qui envoie x sur 2x plus x2. Voilà, la classe de x sur, vous remplacez x par x bar. Alors en effet, on va avoir une suite d'isomorphismes entre ça et ça. D'accord ? Ça, on en a parlé, parce que 2n plus 2n2 est nilpotent d'indice de nilpotence d de n. Ensuite, ça et ça. Ici, j'ai une flèche, c'est juste l'identité. Et ici, j'ai une autre flèche. C'est encore la même chose que ça. Donc, maintenant, à x bar, on va envoyer quoi ? Ici, x bar, on envoie 2n plus n2, okay, qui va, puisqu'il est d'indice de n, tout ça, comme c'est l'identité ici, on va avoir 2n plus n2, et comme n est envoyé sur x bar, là, ça va être envoyé sur 2x bar plus x bar 2. Voilà. On a un automorphisme qui va de là vers là, hein, voilà, et qui envoie ça sur ça. Ça fait un petit peu penser aux automorphismes de z sur nz. Bon, parce qu'on a quelque chose de cyclique là, et on veut les automorphismes cycliques. Bref, on en déduit que le polynôme en question, donc ici, ne dépend que de d de n. D'accord ? Parce qu'on va avoir un automorphisme qui envoie ça sur ça, et comme c'est un automorphisme, il va avoir une réciproque, et il va envoyer, la réciproque va envoyer x bar vers forcément un polynôme ici, en x bar. Et là, on voit que ça dépend que de d de n. Mais maintenant, d de n, c'est égal à d de 2n plus n2, c'est égal à d de 2m plus m2, puisque 2n plus n2 est égal à 2m plus m2, qui est égal à d de n. Donc ça, c'est parce que ce qui précède ici, le 5 à 1. Et donc, on a un polynôme qui ne dépend que de d de n, qui est égal à d de m, et là, on peut passer par ce même polynôme commun pour obtenir n égale m. Voilà. Mais moi, franchement, j'aurais sauté tout ça, et j'affirme qu'on peut construire par récurrence, parce qu'on est en caractéristiques différentes de 2, un polynôme pk qui est de degré k, qui est indépendant de n, et même de d de n, qui va dépendre que de petit n, en fait, tel que P1, ça va être 1 demi de x, et tel que pk de 2n plus n2 est égal à n plus des termes en nj pour j strictement plus grand que k. Donc, par exemple, pour P1, ça va faire du n, évidemment, c'est 1 demi de x, d'accord ? On est en caractéristiques différentes de 2, donc ça va faire n plus 1 demi de n2, et n plus 1 demi de n2, là, on a j strictement plus grand que 1. Et après, on va éliminer le 1 demi de n2 avec un polynôme de degré 2, etc., etc. Et donc, on a quelque chose d'échelonné, mais comme, donc, maintenant, quand on va regarder Pn-1, donc ça, on fait une récurrence, c'est une récurrence évidente, et quand on a k égale n-1, on va avoir Pn-1 de 2n plus n2 est égal à n plus des termes ici qui sont tous nuls, d'après l'indice de nilpotence de grand N, qui est forcément
plus petit que petit n, d'après Cayley et Hamilton. Donc Pn-1, c'est le polynôme cherché. Donc ça nous permet de faire ça, et ça nous évite d'autres choses. Bon. Maintenant, petit b, on nous demandait de montrer que 2n plus n2, quand d de n est égal à petit n, alors, était semblable à Jn. Bon, bah oui, parce que si d de n égale petit n, d'après ce qui précède, d de 2n plus n2 est égal à petit n, toujours d'après le 5. Et donc, quand on a un degré de nilpotence égal à petit n, on va être semblable à une matrice par bloc de Jordan. S'il n'y a pas le bloc de Jordan Jn, tous les autres sont d'indices strictement plus petits que n, et donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, ça, ce serait d'indices strictement plus petits que n. D'après, je ne sais plus, mais 3, 2, le petit 2. Voilà. Donc, forcément, la matrice Jn, elle fait partie des blocs de Jordan, mais comme c'est de taille n, comme cette matrice de gauche est de taille n, et que la matrice Jn est de taille n, il n'y aura pas d'autres matrices. Et donc, c'est semblable à la matrice indécomposable, il ne peut pas y en avoir d'autres, il y a juste la matrice Jn. Voilà. Donc maintenant, on a montré, donc il faut montrer la bijectivité de l'application des nilpotents dans les nilpotents, qui à n donne 2n plus n2. Eh bien, comme on a montré l'injectivité, il suffit de montrer la surjectivité, et il suffit de trouver un antécédent à Jn. Pourquoi ? Parce que si on sait trouver un antécédent à Jn, on sait trouver un antécédent à Jk pour tout k, puisque, voilà, mais en taille k, évidemment, en bloc de taille k. C'est pareil, il suffit de remplacer n par k, il n'y a rien à dire. Et si on sait trouver un antécédent pour tous ces Jk, on sait trouver un antécédent pour la matrice bloc, diagonale par bloc de ces Jk, et comme on sait trouver un antécédent pour la matrice bloc des Jk, on va trouver un antécédent pour une matrice semblable à la matrice bloc des Jk. Voilà, parce que le polynôme 2x plus x2, voilà, quand il agit sur les matrices, ça commute avec la conjugaison, et donc c'est compatible avec la relation et semblable. Voilà. Donc il suffit de montrer, pour la surjectivité, la surjectivité juste pour Jn, et ça suffit. Alors c'est ça qu'on va faire. Donc bref, il faut trouver une matrice n telle que 2n plus n2 égale Jn, et on va le trouver sous la forme d'une matrice triangulaire strictement supérieure, c'est-à-dire n égale nij, avec nij égale 0, si j moins i est inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, si on écrit n' égale 2n plus n2, donc on veut que n' soit égal à Jn, évidemment, mais n' avec, ça s'écrit petit n' ij, avec des notations évidentes, donc c'est égal à, d'après là, 2 nij, et n2, ça va être somme de nik, nkj. Bon, somme indice k. Mais forcément, pour que ce soit non nul, il faut que j soit supérieur strictement i, et k soit strictement entre les deux. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va avoir un système ici, n'ij, on va avoir un système en nij. Il semble être de degré 2, mais en fait non, parce qu'il est échelonné. Donc vous écrivez pour ij, pour j moins i égale 1, d'accord ? Pour j moins i égale 1, comme vous avez jn, vous avez égal 1, mais ici, comme j moins i égale 1, il ne peut pas y avoir un k qui s'intercale strictement entre i et j, donc là, ça fait 0. Donc on va avoir nij égale 1 demi, donc nii plus 1 égale 1 demi. Donc pour j moins i égale 1, c'est résolu. Et ensuite, on fait une récurrence,
d'accord, en utilisant cette formule. Donc cette fois-ci, après pour j moins i égale 2, là, on va avoir égal 0, parce que pour jn, ça fait 0, et on met ici, on va avoir ces éléments-là par récurrence. Donc on résout un système échelonné en j moins i, c'est très classique, et on est en caractéristiques différentes de 2. À chaque fois dans le système échelonné, on divise par 2, on est amené à diviser par 2, et donc on obtient tous les NJ, et ça prouve l'existence de grand N, et donc la surjectivité de l'application, et donc on a une bijection. En déduire que l'application qui envoie une matrice sur son carré U donne U2 définit une bijection de UN de F dans lui-même. Bon, quand j'ai lu ça, moi je me disais justement que c'était que j'ai même au début essayé de montrer 6 en me disant mais 7 est plus facile et ensuite en déduire 6. Mais après quand j'ai vu qu'il y avait la question 7, je me suis dit bon bah c'est pas l'idée du truc. Mais là on peut utiliser quand même des sous-algèbres commutatives de sorte à avoir des groupes et des morphismes de groupes. Mais bon, c'était une idée. Bon, voilà. Maintenant, on a fait 6, on va faire 7 d'après 6. Bon, il n'y a rien du tout, hein, c'est presque rien. C'est ce qu'on appelle le transport de structure, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, c'était en quoi? En 4, qu'on avait une matrice inversible. Donc, on a une bijection ici entre n de f et un de f. Et donc, par transport de structure, la bijection phi va nous fournir une bijection psi entre un de f et un de f. Transport de structure, c'est-à-dire juste, j'ajoute ici identité. Bon, alors, donnons la forme explicite de cette bijection par transport de structure. U va être envoyé sur U moins identité pour retourner vers NN, puis va être envoyé vers 2U moins IN plus U moins IN carré pour aller vers NN encore, bijectivement, puis va retourner dans UN en ajoutant IN. Donc globalement, on a IN plus 2U moins IN plus U moins IN carré. Et quand on développe ça, ça fait U2. Voilà. Donc on tombe bien sur U donne U2. Mais je pense qu'on aurait pu le faire autrement et peut-être plus directement. Mais c'est une suggestion. Alors, dans cette question uniquement, F est le corps des nombres complexes C. Non. Soit M une matrice de GLN de C, on suppose M diagonalisable, montrer qu'il existe une matrice P dans GLN de C, telle que M égale P2. OK. Alors, bien oui, M égale P2. Il suffit de se ramener au cas diagonal. C'est-à-dire, on va prendre M égale QD Q-1 avec D diagonale. Comme M est inversible, ben D est inversible. Et donc, on va trouver une matrice delta qui est diagonale, telle que delta 2 est égal à D. Et forcément, en prenant le déterminant, on voit que D et delta est diagonale inversible. Enfin, surtout qu'elle est inversible. Et du coup, quand on va poser P égale Q delta Q-1, on a que P2, ben c'est Q delta 2 Q-1, donc QD Q-1, donc c'est égal à M. Donc ça pose pas de problème. Alors, on demande de montrer que l'application qui envoie une matrice sur son carré définit une surjection de GLN de C sur lui-même. Alors, c'est lié au fait que l'exponentielle sur C, c'est surjectif, ça on le sait. Alors, on nous dit, bon, est-elle injective? Bon, ce sera évident que non, mais on pourra utiliser la décomposition de Dunford. Donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu dans le cas diagonalisable, on l'a vu dans le cas d'une matrice unipotente. Donc, on voit que ça sent, de toute façon, on est dans un groupe multiplicatif, ça sent la décomposition de Dunford multiplicative. Alors, si on part de la décomposition de Dunford additive, il faut rappeler que si M est inversible, D, qui est la partie diagonalisable de M dans Dunford, est inversible aussi, parce qu'ils ont même polynôme caractéristique. L'inversibilité, c'est le fait de ne pas avoir 0 dans son spectre. Alors maintenant, je pose M égale DU, je mets D en facteur, et j'ai
U égale id plus D-1n. Alors, comme D et n commutent, D-1n, c'est unipotent, et donc U est unipotent, et D et U commutent. Alors, disons que ça, tout le monde connaît un peu la version multiplicative de Dunford. Alors maintenant, on va prendre R, une racine carrée de D, S, une racine carrée de U. On a vu que ça existait, et maintenant, c'est quand même pas tout à fait terminé. C'est là où j'ai un problème avec les questions du problème. J'ai une question, c'est il faut quand même montrer pour moi que R et S commutent. Parce que si RS commute, bon déjà, on aura RS qui est inversible, parce que R est inversible, S est inversible, donc on voulait de l'inversibilité, on l'a, voilà. Et on va poser R fois S égale notre matrice, et parce qu'au carré, si R et S commutent, ça va être R2, S2, R2 c'est D, S2 c'est U, et DU c'est M. Donc, on aura trouvé une racine carrée dans GLN, parce que ce sera inversible. Mais maintenant, il faut quand même que R et S commutent. Et autant S, je suis d'accord, autant R, j'ai quand même un petit problème. Donc, je ne sais pas trop comment faire, là. Donc, voilà comment j'ai fait. Mais du coup, je déraille par rapport un petit peu au problème. D et U sont des polynômes en M. D'accord. Ça, c'est vendu avec Dunford. Bon, déjà que D et N, donc D et U, sont des polynômes en M. Bon. S, ben, on a vu dans la construction que c'était un polynôme en U, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un polynôme en M, puisque S est un polynôme en U et U est un polynôme en M. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, R, tel qu'il a été construit tout à l'heure, n'était pas un polynôme en D. Il commute avec D, ça je suis d'accord, mais ça n'en fait pas un polynôme en D. Donc R, il peut être vu comme polynôme en D, mais il aurait fallu, quand on a construit dans petit a, il aurait fallu le construire comme polynôme en D. Et ça, je le vois avec les polynômes interpolateurs de Lagrange. On prend un polynôme interpolateur de Lagrange qui envoie la diagonale de D sur des racines carrées fixées, et ce polynôme va envoyer du coup D sur R. Voilà. Bon. Ça, c'est assez facile et c'est très très classique, on le retrouve un peu partout. Et donc, comme R est un polynôme en D et que D est un polynôme en M, R est un polynôme en M, donc S et R sont dans ces deux M, ce qui fait qu'ils commutent et tout va bien, on a la commutativité. Et l'injection, l'injection, elle est fausse même pour n égale 1, donc je ne vois même pas pourquoi on en parle. Maintenant, on pourrait dire un petit peu mieux, je ne sais pas, bon, l'injection est fausse. Le fait que x donne x carré, sur C, c'est pas injectif. Voilà. L'application carrée, après le 9, on nous demandait de montrer que sur R, l'application carrée, elle, n'était pas surjective, parce qu'elle l'est sur C, mais elle n'est pas sur R. Bah oui, parce que si on prend cette matrice-là, elle est bien dans GLN de R, mais ce ne sera jamais un carré, parce que son déterminant, c'est moins 1. Voilà. On peut aussi le faire avec la question 6 je ne sais plus, la question 6 de l'exercice 1, ici. Voilà, bon, ça aurait pu se faire aussi, je pense. Voilà, et on a terminé l'exercice 2.